Mais bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de divisibilité dans les suites de Fibonacci et de Lucas. Alors, que sont ces suites? On se place dans l'espace vectoriel, de dimension 2 d'ailleurs, des suites réelles qui vérifient la relation de récurrence un plus 2 égale un plus 1 plus un. La suite de Fibonacci, c'est celle dont les deux premiers termes, f0 et f1, sont respectivement 0 et 1. Et la suite de Lucas, sa sœur jumelle, c'est la suite dont les deux premiers termes sont 2 et 1. Ces deux suites tiennent une place particulière dans cet espace vectoriel. Alors, regardons rapidement quels sont les premiers termes de ces deux suites. Alors, pour la suite Fn, eh bien, c'est 0, 1, 1, 2. Elle est beaucoup plus connue que l'autre. Pour la suite de Lucas, qui commence avec un petit hiatus, on part de 2 et on descend à 1. Ensuite, elle est strictement croissante, puisqu'elle vaut respectivement 3, 4, 7, 11, etc. On voit d'ailleurs que les termes de la suite de Lucas, à partir du troisième, sont toujours plus grands que ceux de la suite de Fibonacci. Alors, puisqu'on s'intéresse à la divisibilité, on va regarder essentiellement les nombres premiers comme diviseurs, parce que tout diviseur entier peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Alors, on peut voir par exemple que si on prend p égale 2 comme nombre premier, eh bien, ici, on a deux nombres pairs. Ici, on a deux nombres pairs. Ici aussi. Ici aussi. Alors, on constate de façon empirique que chaque fois que l'indice de la suite est un multiple de 3, eh bien, les termes des deux suites, d'ailleurs, sont pairs. Et que, inversement, quand on n'a pas un multiple de 3 comme indice, eh bien, on a des termes qui sont impairs. Donc, ces deux sœurs jumelles, pour p égale 2, en gros, fournissent exactement les mêmes résultats. Alors, pour p égale 3, ça ne sera peut-être pas la même chose. Alors, par exemple, pour Fn, on voit qu'ici, on a un multiple de 3. Ici, on a un multiple de 3. Ici, 144, c'est un multiple de 3. Donc là aussi, si on fait attention, on s'aperçoit que chaque fois que l'indice est un multiple de 4, eh bien, le terme correspondant de la suite Fn est un multiple de 3. Qu'est-ce qu'on obtient pour Ln en termes de multiple de 3? Alors, c'est L indice 2, qui est un multiple de 3, puis L indice 18, puis 123, enfin, L indice 6, pardon, pour le précédent, 123, donc L indice 10, etc. 5 et 2, 7, non, ça ne marche pas. Il faut trouver une somme de chiffres qui est un... Oui, 5 et 2, 7 et 1, 8, ça ne marche pas. 8 et 4, 12 et 3, 15. Voilà le terme suivant. Là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que quand on se déplace de 4 en 4, mais à partir du terme d'indice 2, autrement dit, quand l'indice est congru à 2 modulo 4, il semble que les termes de la suite de Lucas soient des multiples de 3. Pour p égale 5, on voit tout de suite dans la suite de Fibonacci que les termes d'indices multiples de 5 sont, au moins sur les 20 ou 21 premiers, sont des multiples de 5. En revanche, quand on observe la suite de Lucas, on ne trouve, dans les 21 premiers termes, aucun multiple de 5. Aucun nombre se terminant soit par 0, soit par 5. Ah, là, il semble qu'il commence à y avoir une différence entre ces deux suites. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de nombres premiers qui divisent la suite de Fibonacci que de nombres premiers qui divisent la suite de Lucas. Alors, par un raisonnement très simple, on peut prouver tout de suite que n'importe quel nombre premier, et même n'importe quel nombre entier, divise une infinité de nombres de Fibonacci. De quelle façon? Eh bien, si on se place dans Z sur PZ, par exemple, comme chaque terme de la suite de Fibonacci
se déduit des deux termes précédents, grâce à cette relation-là. On voit tout de suite que ce sont les deux premiers termes de la suite qui vont tout déterminer. Et comme dans Z sur PZ, on a au maximum P chiffres de 0 jusqu'à P-1, P nombre, eh bien, au total, il y a au maximum combien de couples possibles dans Z sur PZ croix Z sur PZ? Eh bien, il y a au maximum P2 couples. Il y a même un couple qu'on n'obtiendra jamais, c'est le couple 0,0 dans notre suite. 0,0, on ne peut pas l'obtenir. Pourquoi? Parce que modulo P, ça voudrait dire que deux termes consécutifs sont divisibles par P. Or, on sait que deux nombres de Fibonacci consécutifs sont toujours premiers entre eux. Ils ne peuvent pas avoir le même diviseur. Donc, au maximum, on a P2-1 couple consécutif possible. Ce que j'appelle un couple consécutif, c'est par exemple 0,1, le premier couple, mais c'est 13,21, c'est 89,144. Donc on a au maximum P2-1 couple possible. Comme il y a une infinité de couples, nécessairement, au bout de P2 étapes, on aura répété au moins un couple. Ça c'est un premier résultat. Mais de la même façon que le couple 0,1, grâce à cette relation, détermine toute la suite des termes de Fibonacci, la relation UN égale UN plus 2 moins UN plus 1, à partir d'un certain couple consécutif dans la suite, permet de remonter à l'origine de la suite et donc de déterminer tout ce qui précède. De cette façon-là, on est certain que si un terme, un couple consécutif AB se répète dans la suite, par exemple, s'il se répète dans la suite quelque part, en remontant en arrière, on va tomber par ici sur le couple 0,1 avec le même écart ici. Donc, si celui-ci s'est répété, 0,1 s'est nécessairement répété auparavant. Donc, 0,1 est le premier couple qui se répète, et donc 0,1 se répète. C'est ça qui est important. Et si 0,1 se répète, c'est que le 0 arrive dans la suite, et que par conséquent, le nombre premier P va diviser un terme de la suite, quel que soit ce nombre premier. Donc, on vient de prouver empiriquement que tout nombre premier divise une infinité de nombres de Fibonacci. On vient même de prouver d'ailleurs que la suite de Fibonacci, modulo P, est périodique, de le prouver, on va dire, un peu avec les mains, mais c'est tout à fait faisable et de façon rigoureuse, mais on va le démontrer d'une autre façon. Comme on l'avait dit en introduction, le fait que P soit premier, on ne s'en est pas servi. En fait, tout nombre entier divise lui aussi une infinité de nombres de Fibonacci. Alors, on va maintenant utiliser une méthode un peu plus algébriste. On va considérer le polynôme x2 moins x moins 1, qui est le polynôme caractéristique lié à la relation de récurrence un plus 2 égale un plus 1 plus un. Ce polynôme caractéristique a, pour matrice compagnon, il y a plusieurs choix de matrice compagnon, la matrice suivante, c'est-à-dire qu'on a Fn plus 1
Fn, ou Ln plus 1 Ln, c'est la même chose, puisqu'elles suivent la même relation, toutes ces suites. Qui est égal à ça. Et voilà la matrice compagnon. Donc, on va regarder quelle est la puissance n de cette matrice. Alors, bien sûr, on a la relation Fn plus 1 Fn qui est égale à C puissance n F1 0, F0, c'est-à-dire C puissance n 1, 0. Ça, c'est un premier résultat. On a également, de la même façon, Fn-1, notre vecteur colonne, égale C puissance n F0, F-1. C'est-à-dire C puissance n 0, 1. On sait étendre aux entiers relatifs la définition de la suite de Fibonacci ou de la suite de Lucas grâce à la relation qui est écrite ici et qui nous permet de, par exemple, à partir de F1 et F0, de calculer F-1. Et donc finalement, on a ici l'image des deux vecteurs de la base canonique, l'image de 1, 0 par la matrice C puissance n, l'image de 0, 1 par la matrice C puissance n. C'est Fn plus 1 Fn d'une part et Fn, Fn-1 d'autre part. Par conséquent, la matrice C puissance n est égale à Fn plus 1 Fn, Fn, Fn-1. Le déterminant de la matrice C est égal à 1 fois 0, 0, moins 1, moins 1. Le déterminant de la matrice C puissance n, c'est moins 1 puissance n. Donc, l'inverse de C puissance n, C puissance moins n, c'est égal à 1 sur le déterminant, mais comme c'est moins 1, on peut le mettre en numérateur, Fn moins 1, Fn plus 1, moins Fn, moins Fn. Donc on voit que si on n'avait pas ce coefficient devant, et qu'on faisait une simple soustraction des deux matrices de 2 qui sont là, Fn plus 1 moins Fn moins 1, c'est Fn, Fn moins Fn, c'est 2 Fn, pareil ici, et là, on a l'opposé de ce qui est ici, c'est-à-dire moins Fn. Autrement dit, la soustraction de ces deux matrices-là nous donne une matrice avec Fn que l'on peut mettre en facteur, ce qui est très intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire. J'efface un peu le tableau ici. Et on obtient quoi? On obtient donc que C puissance n moins 1 puissance n, C puissance moins n, pour éliminer ce coefficient, est égal à quoi? Eh bien, on l'a dit, à Fn, 2Fn, 2Fn et moins Fn. C'est-à-dire, en mettant Fn en facteur, Fn fois la matrice 1, 2, 2, moins 1, sauf erreur. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On peut dire tout simplement que P, le nombre premier qu'on a choisi au départ, divise Fn, si et seulement si, eh bien, cette matrice-là, Cn moins 1 puissance n, C puissance moins n, est égale, ou est congrue, à la matrice nulle modulo P. C'est-à-dire encore, si on multiplie par C puissance n, ou par moins C puissance n, donc moins C puissance n fois C puissance n, moins l'identité est congrue à la matrice nulle, modulo P. C'est-à-dire, en notant B, la matrice moins C au carré, que
B est congru, que B puissance n est congru à I2 modulo P. Donc, B est une matrice inversible, parce que B est égal à moins C2. Le déterminant de C, on l'avait dit tout à l'heure, c'était moins 1. Donc, le déterminant de C2, c'est 1. Et moins, pour une matrice de 2, moins par moins, ça fait plus. Donc, le déterminant de B, c'est 1. B est une matrice inversible. Si on note B bar, la réduite de B modulo P, qui est une matrice de M2 de Z sur PZ, elle fait partie du groupe linéaire GL2 de Z sur PZ. Donc, elle engendre un sous-groupe monogène, donc cyclique, de GL2 de Z sur PZ. Et on va appeler petit b de P l'ordre de B bar. Le résultat qu'on vient d'obtenir, qu'est-ce que c'est finalement? C'est que P divise Fn, si et seulement si, eh bien, N est un multiple de petit b de P, c'est-à-dire si et seulement si N appartient à petit b de P Z. Alors, l'ordre d'une matrice, c'est à la fois la plus petite puissance de cette matrice égale à l'identité, mais pour ce qui nous concerne, c'est aussi le plus petit, ça sera donc aussi le plus petit indice de la suite, indice non nul de la suite, tel que Fn est divisible par petit p. Alors par exemple, si on s'intéresse à P égale 2, on a vu que le premier indice pour lequel on a, en dehors de 0 bien sûr, pour lequel on a un nombre pair, c'est 3. Donc, pour tous les multiples de 3, évidemment, on aura le résultat qu'on avait aperçu de façon intuitive, 2 divise Fn, si et seulement si n appartient à 3z, c'est-à-dire si n est un multiple de 3. Alors, on peut poursuivre ce processus pour P égale 3, P égale 5, etc. On pourrait regarder, mais 3 et 5, on les avait vus tout à l'heure, on les avait vus empiriquement, on pourrait regarder 7 par exemple. Alors pour 7, quel est le premier nombre de Fibonacci divisible par 7? C'est 21. C'est pour n égale 8. Donc on peut affirmer, d'après le résultat précédent, que 7 divise Sn, si et seulement si n est un multiple de 8, etc. Et on peut mettre ça en algorithme, en programmation, et donc trouver tous les critères de divisibilité des nombres de Fibonacci par un nombre premier P donné. On avait vu tout à l'heure ce qui se passait pour 5, on peut donc l'écrire que 5 divise Fn si et seulement si n est un multiple de 5. Donc là, on a exactement le même nombre à droite et à gauche. On peut regarder ce qui se passe pour 11. 11 divise Fn si et seulement si. Et le premier nombre de Fibonacci divisible par 11, on va le voir, c'est 55 pour n égale 10. Donc si et seulement si n est un multiple de 10. On peut regarder ce qui se passe pour 13 aussi, c'est intéressant. 13 divise Fn, si et seulement si, alors 13, eh bien, on a tout simplement F7 égale 13, donc si et seulement si, n est un multiple de 7. Voilà, on va s'en tenir là. Il y a encore des cas intéressants. On voit qu'il n'y a pas de règle facile à trouver d'emblée, puisque 3 c'est 2 plus 1, 8 c'est 7 plus 1, mais 5 c'est égal à 5, 10 c'est 11 moins 1, et 7 c'est ni 13 plus 1, ni 13 moins 1, ni 13, c'est encore autre chose.
Voilà, donc on va enchaîner maintenant avec les nombres de Lucas.